Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, je salue aussi bien sûr toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Nous sommes le mardi 7 novembre 2023 et c'est une date particulière pour cette émission. Oui Hélène, car aujourd'hui les matinales fêtent leurs 9 ans, presque jour pour jour. Diffusée pour la première fois le 4 novembre 2014, cette émission a gardé sa ligne éditoriale, à savoir faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable et financière, chaque mois, en 20 minutes. Et cette longévité, c'est aussi grâce à vous. Oui, vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter, que ce soit dans vos applications de podcast préférées, sur kpmg.fr ou dans l'application Radio KPMG. Un grand merci donc à toutes et tous. Et nous préparons une belle surprise pour vous remercier de votre fidélité. Mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Nous devrons encore un peu attendre. Dans notre matinale d'octobre, Laurent, notre invité Emmanuel Paré, nous avait donné les principales clés pour bien préparer cette clôture 2023 dans le domaine comptable. Aujourd'hui, en cette période automnale, en ce mois de novembre, nous allons de nouveau nous intéresser à la préparation de la clôture. Oui Hélène, nous allons nous pencher sur les obligations des entreprises en matière de durabilité, à la fois dans la perspective de la fin de l'année et au-delà. Dernier baroud d'honneur de la déclaration de performance extra-financière, taxonomie, directive CSRD, futur rapport de durabilité, double matérialité, les questions extra-financières sont nombreuses pour les entreprises. Pour y répondre, nous avons sollicité 2 experts de ces sujets et associés de KPMG, Sarah Bagnon et Brice Javot. Mais avant cela, Laurent, commençons cette émission avec le journal de la rédaction. Le journal. 2 titres à la une de l'actualité fiscale, tout d'abord avec les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024. De l'actualité réglementaire également avec la publication, fin octobre, des priorités de l'ESMA, le gendarme de la Bourse européen, et des recommandations de l'AMF dans la perspective de la clôture 2023. Commençons, Laurent, par l'actualité fiscale. Vous venez de le dire, Hélène, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale 2024 sont en cours d'examen par le Parlement. Marie Pierrot nous avait dévoilé les grandes lignes du PLF dans l'émission d'octobre. La directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats sera de retour dès le 9 novembre prochain au micro des fiscales. Une émission que vous pourrez écouter dans l'application Radio KPMG, sur kpmg.fr ou dans les applications de podcast. C'est bien noté. De l'actualité réglementaire maintenant, l'ESMA et l'AMF ont publié, donc fin octobre, leurs recommandations communes pour la clôture 2023. Oui Hélène, et ceci en vue d'une application homogène des normes IFRS au sein de l'Union européenne. Notre invité de la matinale d'octobre, Emmanuel Paré, nous en avait dévoilé l'essentiel. Je vous conseille donc d'écouter ou de réécouter son interview. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi retrouver l'intégralité de ces recommandations sur le site du régulateur. Et puis ce journal ne serait pas complet sans notre traditionnelle revue de presse. Tout à fait. Parmi les principales publications KPMG du mois d'octobre, disponibles sur kpmg.fr, je citerai la lettre de la gouvernance et bien sûr le dernier numéro d'IFRS en bref. Et ce journal, bref lui aussi, est maintenant terminé. Je vous retrouve dans un instant avec nos 2 invités. Le dossier du mois. Notre matinale d'octobre fut consacrée aux aspects comptables de la clôture 2023. Aujourd'hui, à l'approche imminente de cette clôture, nous allons nous pencher sur les obligations des entreprises en matière de durabilité. L'engagement pris par l'Europe d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 s'appuie sur de nombreuses dispositions réglementaires, au premier rang desquelles la taxonomie qui instaure une définition européenne commune des activités dites durables, et également la directive CSRD qui encadre le rapport de durabilité applicable en 2024 par les grandes entreprises et par près de 50 000 sociétés opérant dans l'espace communautaire au cours des années suivantes. Afin d'atteindre cette neutralité carbone, l'Europe souhaite impliquer les entreprises. Les questions ESG figurent donc, en toute logique, parmi les priorités des régulateurs pour la préparation des états financiers annuels 2023. Cet entretien a donc un double objectif. Premièrement, transmettre les messages clés aux entreprises dans le cadre de leurs travaux pour la prochaine clôture, notamment en matière de taxonomie, et aussi les préparer au rapport de durabilité qui entre en vigueur dès 2024 pour les plus grands groupes.
Pour ce faire, nous avons convié à notre micro 2 experts de ces sujets, associés de KPMG France, Sarah Bagnon de la direction technique et Brice Javot du centre d'excellence ESG. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous également. Procédons par ordre chronologique et commençons par nous intéresser à la clôture du 31 décembre 2023. La déclaration de performance extra-financière, Brice Javot, vit ces dernières années, mais elle devra être établie encore lors de la clôture 2023 par les entreprises soumises. Y a-t-il des changements à mentionner dans cette DPEF 2023 ? Il y a toujours des petits changements, Hélène. 2 changements assez mineurs sont à signaler pour la DPEF 2023. Le premier, les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval des activités, ainsi qu'un nouveau plan d'action visant à réduire ces émissions, se doivent d'être publiés. La deuxième, une nouvelle thématique a été ajoutée à la DPEF. C'est une mise à jour de l'article L225 du Code de commerce en août 2023 qui concerne les actions de la société visant à promouvoir le lien nation-armée et à soutenir l'engagement dans les réserves. Ces changements impactent peu les DPEF 2023 et le véritable objectif pour les entreprises, c'est de se concentrer sur la préparation de leur futur rapport de durabilité. Certes, ces changements sont mineurs, mais cette DPEF contient tout de même des informations taxonomiques construites autour des concepts d'éligibilité et d'alignement des activités. Tout ceci dans l'ambition de favoriser une économie durable. Dispose-t-on aujourd'hui, Brice, de tous les textes pour communiquer ces informations taxonomiques ? Absolument, Hélène. La Commission européenne a publié en juin dernier les 4 nouveaux actes délégués qui correspondent aux 4 objectifs qui jusqu'alors n'étaient pas décrits. Je rappelle pour nos auditeurs, à la suite des objectifs liés au changement climatique, il s'agit maintenant de l'objectif 3 sur la protection des ressources aquatiques et marines, l'objectif 4, la transition vers une économie circulaire, l'objectif 5, la prévention et la réduction de la pollution eau, air, sol, et l'objectif 6 sur tout ce qui touche à la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Ce qu'il faut retenir de ces nouveaux textes, c'est que certains secteurs d'activité vont être mieux couverts, comme par exemple l'immobilier ou la gestion de l'eau ou des déchets, mais en revanche, certains secteurs, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, restent encore absents de la taxonomie, comme le cas de l'agriculture ou encore le secteur des télécoms. Je nuance mon propos. Bien que nous ayons accès à ces 6 objectifs en globalité, il faut garder en tête que la taxonomie est par définition un texte qui a vocation à évoluer et qui sera mis à jour régulièrement via de nouvelles activités et également via les FAQ qui sont publiés à un cycle notamment annuel. C'est d'ailleurs pour cela que la Commission européenne a ouvert le 16 octobre dernier une plateforme de consultation des parties prenantes pour permettre aux entreprises et plus largement à n'importe quel acteur de suggérer des nouveaux secteurs, de nouvelles activités ou encore de nouveaux critères techniques à intégrer dans ces évolutions réglementaires. Ce nouvel ajout de la part de la Commission européenne, cette consultation de parties prenantes, je la trouve particulièrement intéressante pour les entreprises qui ne sont pas encore comprises par la taxonomie, car cela constitue une très belle opportunité pour elles de proposer des activités qui correspondent à leur cœur de métier. C'est bien reçu et j'espère surtout que les entreprises ont bien entendu votre message, Brice Javot. Sur le fond, maintenant, les entreprises doivent progressivement compléter les informations taxonomiques qui s'articulent, on le rappelle, autour de 6 objectifs environnementaux. Le climat, avec un volet atténuation et un volet adaptation, la pollution, l'eau et les ressources marines, la biodiversité et les écosystèmes et l'économie circulaire. En 2022, seul le climat faisait l'objet d'informations en matière d'éligibilité et d'alignement, mais en 2023, les entreprises vont devoir en dire plus. Tout à fait. La taxonomie évolue chaque année. Donc, vous le disiez à juste titre, en 2022, les entreprises ne reportaient que sur l'éligibilité et l'alignement au titre des 2 premiers objectifs climatiques. Cette année, pour l'exercice fiscal 2023, cela évolue avec les 4 nouveaux actes délégués. Et donc, en 2023, en plus de l'éligibilité et de l'alignement sur les 2 premiers objectifs climatiques, les groupes se doivent de communiquer sur uniquement l'éligibilité au regard des 4 nouveaux actes délégués et l'alignement qui sera attendu, pour l'exercice fiscal 2024. Deuxième élément important de noter, et qui va également justifier que les entreprises en diront plus cette année, c'est que l'article 8 qui concerne tout ce qui est publication de ces ratios taxonomiques
a été amendé. L'amendement le plus notable de cet article 8, c'est l'ajout d'un nouveau tableau qui nécessite que les entreprises publient leur éligibilité et leur alignement au titre de l'ensemble des objectifs. Autrement dit, pour la majorité des groupes qui jusqu'alors ne reportaient que sur l'objectif lié à l'atténuation du changement climatique, ces groupes devront désormais aussi donner des informations au titre de l'objectif 2, d'adaptation au changement climatique, ou des autres objectifs. 80% des activités étant communes entre l'objectif 1 et l'objectif 2, cela va devoir se solder par un effort important à fournir par les entreprises déjà très décrites par la taxonomie, qui seront bien entendu les plus affectées par ce nouveau tableau réglementaire. Les entreprises n'auront donc plus cette notion de choix entre les différents objectifs en lien avec leur stratégie environnementale et devront bien réaliser un travail exhaustif d'analyse de leurs activités économiques au regard des 6 objectifs environnementaux. Des informations taxonomiques à fournir toujours plus nombreuses. L'an passé, Brice Javot, à ce même micro, vous disiez que les entreprises achoppaient pour prouver l'alignement de leurs activités. Est-ce toujours le cas ? Oui, les entreprises ont toujours beaucoup de mal à prouver l'alignement de leurs activités du fait de la complexité des critères de contribution substantielle et également du fait de déterminer les différents agrégats économiques en lien avec ces dernières. Et c'est loin d'être la seule complexité. En effet, avec le reporting taxonomique, les entreprises sont également confrontées à des enjeux de mise à jour de leurs outils, d'adaptation de leur gouvernance, également à des enjeux de fiabilité de leurs données. Et cela constitue de véritables défis pour les entreprises que nous accompagnons. Pour les nombreuses entreprises que vous accompagnez, effectivement. Au-delà de la communication financière, l'alignement comporte des enjeux stratégiques importants pour les entreprises. Oui, récemment, nous sommes intervenus auprès de l'ORS, l'Observatoire RSE, entouré de banques, d'investisseurs et de l'autorité financière française. À cette occasion, il est apparu que la taxonomie, sans être le prisme unique ou exclusif de la performance des entreprises, est tout de même de plus en plus utilisée pour obtenir des financements ou des apports de capitaux. On peut donc présager qu'à terme, la taxonomie aura un impact significatif sur la croissance des entreprises quant à leur capacité de financement. Également, dans certains secteurs d'activité, notamment le BTP, nous constatons que la taxonomie est utilisée dans les appels d'offres publics, que ce soit des municipalités, des collectivités ou au niveau de l'État, voire comme un label permettant de normer certains éléments d'efficience environnementale. Et de facto, cela devient un enjeu de différenciation stratégique et commerciale pour les différents acteurs de ce secteur. Ce qui est important aussi de noter, Brice Javot, c'est que la majorité des sociétés, qu'elles soient industrielles, commerciales et financières, sont visées par la taxonomie. Qu'en est-il des obligations des établissements financiers de manière spécifique cette année ? Alors cela évolue également, mais avec un calendrier différent pour les entreprises financières. Cette année, ces entreprises devront reporter sur l'éligibilité et l'alignement au titre des 2 premiers objectifs liés au climat. C'est la première année de mise en application de l'alignement pour cette catégorie d'entreprises. Concernant les 4 nouveaux objectifs, sur le même principe que pour les entreprises non financières, l'entrée en vigueur sera décalée. Les entreprises financières devront reporter sur l'éligibilité en 2023 et en 2024 et l'alignement entrera en vigueur à partir de 2025. Ce décalage d'1 an s'applique depuis le début et est logique car les acteurs financiers ont besoin des informations des entreprises non financières pour préparer leurs propres obligations en matière de taxonomie. De manière générale, ces informations taxonomiques sont de plus en plus scrutées par les investisseurs. Au cours des 2 années précédentes, les régulateurs boursiers avaient donc sensibilisé les émetteurs sur l'éligibilité. Sarah Bayon, je me tourne et je m'adresse maintenant à vous. Est-ce la même chose cette année ? Oui, Hélène, le sujet de l'éligibilité est toujours d'actualité. Dans ses priorités de supervision en matière financière et extra-financière, l'ESMA, le régulateur boursier européen, rappelle aux émetteurs que 2023 sera une étape importante avec la première année de publication de l'éligibilité des nouvelles activités relatives aux 2 objectifs d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et la publication de l'éligibilité sur les 4 autres objectifs environnementaux. L'ESMA a également précisé ses attentes en matière d'alignement. Comme Brice l'a indiqué il y a quelques instants, 2023 est la 2e année de publication des informations en matière d'alignement aux 2 objectifs climatiques.
Alors 4 points sont à retenir. Premier point, l'ESMA rappelle aux émetteurs qu'indépendamment du pourcentage d'éligibilité ou d'alignement, il est obligatoire d'utiliser les derniers modèles ou tableaux prévus à cet effet dans le dernier acte délégué relatif aux informations taxonomiques. Et ce, sans adaptation ni modification. Second point, l'ESMA souligne que lorsqu'une activité économique contribue substantiellement à plusieurs objectifs environnementaux, le double comptage doit être évité lors du calcul des KPI. Cet exercice sera accompagné par davantage de transparence de la part des entreprises, avec la publication d'informations narratives, des informations sur la manière dont l'entreprise a respecté les critères d'examen technique au regard de ses objectifs multiples, des informations sur les indicateurs, chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX, résultant des activités qui contribuent à plusieurs objectifs, et la façon dont l'émetteur a évité le double comptage, y compris en justifiant le choix d'un objectif parmi plusieurs. Et ce n'est pas tout, parce que le régulateur européen attire l'attention des entreprises encore sur d'autres points, Sarah Vagnon. Oui, le troisième point sur lequel l'ESMA attire l'attention des émetteurs, c'est le besoin de fournir des informations taxonomiques claires, exhaustives et spécifiques à l'entité. Il est important que des informations contextuelles accompagnent les informations quantitatives, en particulier sur les critères d'examen technique, les hypothèses, les domaines dans lesquels les entreprises ont exercé leur jugement ou encore sur les changements opérés par rapport aux exercices précédents. Enfin, quatrième point, l'ESMA rappelle que les informations requises en matière de taxonomie ne sont pas soumises à un principe de matérialité. En d'autres termes, et à l'exception de l'indicateur d'OPEX et de cas très spécifiques dûment justifiés, aucun indicateur ne doit être omis. C'était un point très important à signaler à nos auditeurs. Alors, comme nous avons pu le voir et le comprendre, la taxonomie crée un lien direct entre les aspects extra-financiers et financiers, puisque l'information publiée est basée sur des critères environnementaux et qu'elle est composée d'indicateurs qui sont par nature financiers. Sarah, la question de la cohérence des informations ESG fournies dans les comptes et hors des comptes sera donc clé, une fois encore, pour cette clôture 2023. Oui, comme sur les 2 précédentes années d'ailleurs, la cohérence et la connectivité entre les informations financières et extra-financières restent un point d'attention pour 2023, que ce soit dans les priorités de l'ESMA ou dans les recommandations d'arrêté des comptes de l'AMF qui viennent d'être publiées le 26 octobre dernier. Les régulateurs boursiers invitent les préparateurs, mais aussi les commissaires aux comptes, à prendre en considération les risques climatiques significatifs dans les états financiers et insistent sur la nécessaire cohérence entre les informations financières et les autres éléments du rapport financier annuel. Cette cohérence, c'est un élément clé pour prévenir le greenwashing. Concrètement, les émetteurs doivent s'assurer de la cohérence entre, premièrement, les hypothèses utilisées dans les estimations appliquées dans les états financiers et, deuxièmement, les informations fournies dans le rapport de gestion et la DPEF, y compris sur les engagements et les objectifs liés au climat, comme par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou les plans de décarbonation. Pour répondre à la demande de transparence accrue dans les comptes sur les enjeux ESG, le normalisateur comptable et les régulateurs avaient réagi dès 2020. Depuis lors, il n'y a pas vraiment de nouveauté au plan comptable. D'ailleurs, comme nous l'a dit Emmanuel Paré, directeur de la doctrine comptable de KPMG, dans notre matinale d'octobre dernier, une matinale que vous pouvez écouter ou réécouter dans notre application Radio KPMG. Pour autant, du côté des régulateurs, la prise en compte des risques ESG, Sarah, est cette année encore un point central de leurs recommandations pour cette clôture 2023. Oui, je confirme, il n'y a toujours pas de nouveauté au plan comptable. Et vous avez raison, Hélène, les risques ESG, et plus spécifiquement les risques climatiques, restent un point central des recommandations de l'AMF et de l'ESMA pour la clôture 2023. Et ce, à la fois au niveau de l'information financière et aussi au niveau de l'information extra-financière. Pour répondre à ces enjeux, l'AMF rappelle aux émetteurs la nécessité d'accroître l'implication de la gouvernance dans le processus d'identification des conséquences financières. En matière de dépréciation, l'AMF invite les émetteurs concernés à indiquer la manière dont les impacts, négatifs ou positifs du changement climatique, ainsi que les engagements, sont pris en compte dans les tests de dépréciation. À s'interroger sur l'existence de nouvelles hypothèses clés, comme le coût des quotas de gaz à effet de serre, entre autres, et de manière générale, à communiquer sur les hypothèses clés, les scénarios et les sources utilisées pour le chiffrage. Les émetteurs doivent également s'interroger sur tous les phénomènes climatiques
comportementaux ou autres qui peuvent constituer des indices de perte de valeur. Et puis, au-delà des comptes, l'ESMA s'exprime sur l'information donnée hors des comptes et plus particulièrement sur la transparence attendue dans la fameuse DPEF, déclaration de performance extra-financière. En effet, outre la taxonomie dont Brice vient de parler, l'ESMA évoque 2 autres priorités. La première, ce sont les publications relatives aux enjeux climatiques. Pour une meilleure transparence et pour mieux se préparer aux exigences de la CSRD, le régulateur boursier européen insiste sur l'importance de clarifier la façon dont les objectifs sont liés à des enjeux de politique publique propres à l'entité ou conformes aux dernières données scientifiques. L'ESMA met l'accent sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et insiste sur l'importance des explications à fournir sur la façon dont les objectifs de l'entreprise et les hypothèses sous-jacentes sont compatibles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et également sur les niveaux de décarbonation. Et puis, l'ESMA évoque aussi une seconde priorité. Oui, cette seconde priorité porte sur les émissions de gaz à effet de serre du scope 3. Consciente que ces informations sont considérées comme importantes par les investisseurs dans le cadre d'un investissement durable, l'ESMA recommande aux émetteurs d'évaluer si le reporting sur les émissions de gaz à effet de serre est complet en l'absence d'informations sur les émissions du scope 3. Lorsque les émissions du scope 3 sont considérées significatives, les entreprises doivent faire preuve de transparence sur les limites de calcul de ces émissions du scope 3, sur les catégories d'émissions qui sont publiées et sur les quantités brutes d'émissions du scope 3, en les publiant séparément et isolément des effets liés à l'utilisation éventuelle de crédits carbone ou de toute autre mesure. Vous voyez qu'avec ces recommandations et ces priorités pour la clôture 2023, les régulateurs boursiers préparent progressivement le terrain du rapport de durabilité. Alors justement, c'est une excellente transition. Refermons le chapitre de la clôture 2023 et tournons-nous maintenant vers 2024. L'an prochain, les grandes entreprises vont troquer, si je peux me permettre ce terme, la DPEF pour le rapport de durabilité. La directive CSRD que vous venez d'évoquer, Sarah Bagnon, qui a été publiée en décembre 2022, est la clé de voûte de ce rapport. En juillet 2023, elle a été complétée par un règlement comprenant 12 premières normes de durabilité, les ESRS, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2024, selon toute vraisemblance. Mais comme toute directive, ce texte doit être transposé en droit français. Nous attendons encore cette transposition qui va être pour notre pays structurante. Oui, elle va être structurante et la France a choisi de procéder par ordonnance pour transposer dans son droit national la directive CSRD. Cette ordonnance devra être publiée au plus tard le 8 décembre 2023. Ce sont 2 directions ministérielles qui ont contribué à ce projet de transposition. La direction des affaires civiles et du Sceau, qui relève du ministère de la Justice, pour les aspects concernant la mission d'assurance des informations de durabilité et la gouvernance, et la direction générale du Trésor, qui relève du ministère de l'Économie et des Finances, qui lui s'est chargé notamment des dispositions relatives au champ d'application. Ces 2 directions ont partagé des avant-projets de textes avec certains organismes, dont la CNCC, et KPMG participe au groupe de travail qui ont analysé ces avant-projets. Des échanges ont eu lieu également et une conférence a réuni en septembre la CNCC, le H3C, la DACS et la DGT. Il semble que la volonté de la France est de ne pas surtransposer le texte européen tout en apportant des précisions sur les sujets spécifiquement français, comme l'assurance conjointe ou l'application de ces textes à certaines formes juridiques. Donc, nous allons devoir encore un petit peu attendre cette transposition, mais d'ores et déjà, le rapport de durabilité soulève plusieurs questions, plusieurs interrogations. La première est celle de la double matérialité, à savoir l'impact de l'environnement sur les activités de l'entreprise, mais aussi l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Hormis certaines informations obligatoires, les informations devront être examinées à l'aune de cette double matérialité, ce qui sous-entend que certaines informations pourront être omises si elles sont jugées non matérielles, non significatives. Sarah, comment les entreprises doivent-elles procéder pour réaliser ce tri ? Avant de vous répondre, il est important de rappeler à nos auditeurs le pourquoi du rapport de durabilité. C'est parce que ce rapport a vocation à satisfaire les besoins d'un large spectre de parties prenantes que la double matérialité s'applique. Et comme son nom l'indique, la double matérialité a 2 composantes. La première dimension, c'est la matérialité d'impact. Donc il s'agit de toutes les contributions, positives ou négatives, de l'entreprise à l'environnement et aux personnes, que nous appelons les impacts.
Et ce sont bien sûr les impacts significatifs qui sont visés dans l'exercice de matérialité. La seconde dimension, c'est la matérialité financière, c'est-à-dire les risques ou opportunités susceptibles d'avoir des effets financiers significatifs sur l'entreprise. Il suffit qu'un enjeu de durabilité soit significatif au regard de l'une ou de l'autre de ces dimensions pour répondre aux critères de double matérialité. Alors, comme vous le soulignez, Hélène, seules les informations requises par la norme ESRS 2, qui porte sur les informations générales, sont obligatoires pour toutes les entreprises. Et cela comprend les informations listées dans les normes thématiques, c'est-à-dire environnementales, sociales et de gouvernance, qui viennent compléter la description du processus d'analyse de matérialité exigé par la norme ESRS 2. Et donc, cela signifie que toutes les normes thématiques sont soumises à l'analyse de matérialité. Alors, je vous remercie pour cette explication liminaire, mais j'en reviens donc à ma question. Comment les entreprises doivent-elles procéder pour réaliser ce tri ? Eh bien, pour dire les choses simplement, et pour faciliter la tâche des entreprises, je leur conseille de suivre un processus en 3 étapes. Une première étape de cadrage qui consiste à considérer en amont leurs spécificités, leur chaîne de valeur, leurs parties prenantes clés, les activités commerciales et bien sûr leur localisation géographique. La seconde étape consiste à recenser les impacts, risques et opportunités et enjeux de durabilité potentiels. C'est en d'autres termes un premier filtre qui permet de lister les enjeux de durabilité applicables à l'entreprise et à sa chaîne de valeur, en identifiant les impacts, risques et opportunités qui sont susceptibles d'être significatifs. Cet exercice peut s'appuyer sur des processus existants, comme les résultats du processus de diligence raisonnable, ce que nous appelons en droit français le devoir de vigilance, ou encore s'appuyer sur les cartographies des risques existantes. Et pour accompagner cet exercice d'identification des enjeux de durabilité, les normes ESRS proposent une liste de sujets auxquels il convient bien sûr d'ajouter les spécificités de l'entreprise et de son activité. Enfin, la troisième étape, c'est l'évaluation et la détermination des impacts, risques et opportunités significatifs. Cette étape d'évaluation consiste à appliquer des critères objectifs énoncés dans les normes et à utiliser des seuils quantitatifs ou qualitatifs pour évaluer la matérialité. Et une fois ce tri effectué, ensuite, les entreprises vont pouvoir passer à la collecte des informations. Quels conseils, et là je m'adresse à vous, Brice Javot, quels conseils pouvez-vous donner aux entreprises pour cette collecte des informations ? Parce que le chemin est long, bien entendu, la préparation est clé. Les normes ESRS touchent la totalité du scope ESG, ce qui est, comme le mentionnait Sarah, exigeant. Ils font donc structurer une approche pas à pas et la planifier pour répartir l'effort dans le temps et prendre les sujets dans le bon ordre. À court terme, 3 chantiers me semblent être prioritaires. Le premier, c'est le cadrage du projet CSRD. Ce cadrage consiste à définir en amont le périmètre des entités concernées par la publication d'un rapport de durabilité dans le cas d'un groupe, définir la gouvernance du projet, l'organisation et les rôles et responsabilités des différents contributeurs en centrale, mais également en local. Le second chantier, c'est l'exercice de double matérialité dont nous venons de parler pour identifier les enjeux pertinents à couvrir dans le rapport de durabilité. Et cette étape est vraiment clé. Et le troisième chantier, et c'est en bon français, c'est le gap analysis, c'est-à-dire la comparaison entre les informations existantes à date, en interne ou d'ores et déjà publiées, et les informations à produire, afin d'apprécier la hauteur de la marche à franchir pour collecter les informations exigées par la réglementation. Alors c'est bien clair, mais ensuite se pose la question de l'étendue des informations à fournir, Brice Javot, notamment au regard de la chaîne de valeur de l'entreprise amont-aval. Oui, Hélène, on arrive ici à une spécificité du reporting de durabilité. Les informations à inclure dans ce rapport de durabilité va au-delà des opérations en propre. Ces informations doivent en effet être complétées pour tenir en compte de la chaîne de valeur. Donc, bien définir sa chaîne de valeur, c'est un prérequis avant d'établir le rapport de durabilité. Ces informations encore sur la chaîne de valeur sont requises à plusieurs niveaux. Lors de la conduite de l'analyse de la matérialité, et donc, comme le mentionnait Sarah, lors de l'identification des impacts, des risques et des opportunités matérielles de l'entreprise. Deuxièmement, lors de la publication des politiques, actions et objectifs relatifs à ces impacts, risques et opportunités matérielles identifiés, dans la mesure où ces politiques, actions et objectifs impliquent des acteurs de la chaîne de valeur de l'entreprise et lorsque la norme elle-même porte sur la chaîne de valeur. Troisièmement, enfin,
lors de la publication des indicateurs et certains points de données. Mais attention, la majorité des indicateurs ne requièrent pas de prendre en compte la totalité de la chaîne de valeur. Et puis, une fois ces informations communiquées dans le rapport de durabilité, elles devront bien entendu être vérifiées. Quelle sera, Sarah Bagnon, la nature de cette vérification ? Dans un premier temps, ce qui est prévu, c'est seulement une assurance limitée. Et c'est seulement à partir de 2028 qu'une assurance raisonnable sera requise sous réserve d'une étude de faisabilité. Le rapport des auditeurs qui sera émis à partir de 2025 sur les informations publiées au titre de 2024 portera sur 3 thématiques et comportera 5 conclusions. D'abord, les auditeurs rendront un avis sur la conformité des informations de durabilité avec la CSRD, les ESRS et le processus de double matérialité. Ensuite, et à terme, l'avis portera sur le balisage de l'information publiée. Et enfin, il portera également sur la conformité de l'information avec les exigences de publication prévues par la réglementation taxonomie. On voit bien que la CSRD, c'est non seulement une transformation pour les entreprises, mais aussi pour les auditeurs. Ça sera ma dernière question et je vous la pose à tous les deux. Quels conseils pouvez-vous prodiguer aux entreprises pour se préparer au mieux à ce rapport de durabilité qui se dessine et qui se profile à l'horizon, dans un horizon très bref ? Sarah Bagnon, peut-être ? Oui, comme Brice vient de le dire, il est important d'anticiper, de se mettre rapidement en mode projet avec une gouvernance solide et surtout de former rapidement les collaborateurs. Donner du sens à ce projet et former les équipes, ce sont des facteurs de réussite de cette transformation. Brice Javot ? J'ajouterais qu'il ne faut surtout pas s'enfermer dans un pur exercice de conformité en oubliant de se concentrer sur l'essentiel. À savoir que le nouveau format de reporting doit avant tout contenir les indicateurs clés de performance alignés avec la stratégie de leur entreprise. Deuxième facteur de réussite, il ne faut pas sous-estimer un temps passé à l'acculturation de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise à ce futur reporting, dont la finalité, ne l'oublions surtout pas, est d'accompagner la transformation du modèle économique de ces groupes. Notre entretien arrive à son terme. Une conclusion, honneur aux dames peut-être encore ? En conclusion, Hélène, je dirais que les entreprises, leur gouvernance et leurs auditeurs sont les 2 faces d'une même pièce. Tous ces acteurs, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, vont progresser pas à pas au fil des prochaines années pour assurer la transition vers une économie durable. Brice Javot, vous diriez en conclusion ? Sans mauvais jeu de mots entre iceberg et changement climatique, pour moi, on peut avoir l'impression fausse que la taxonomie et ses ratios sont la face émergée de l'iceberg, mais après 2 ans de retour d'expérience, je constate pour les entreprises concernées que la face immergée, c'est plutôt les briques clés de la préparation à la CSRD, à savoir la gouvernance, les outils, les données et le contrôle interne. J'ajouterai enfin, et c'est clé, que l'outil qui est la taxonomie doit servir surtout à la transformation au sein de l'entreprise et donc de manière plus générale, et c'est là le rappel au Green Deal de l'Union européenne, à la transformation de l'économie. Un grand merci à tous les deux pour vos éclairages. J'aurai le plaisir de vous convier sûrement de nouveau à ce micro en 2024 pour poursuivre nos discussions sur les questions de durabilité. Mais avant cela, vous serez tous les deux à la tribune de la salle Gaveau le 21 novembre prochain lors de la conférence Arrêter des comptes et durabilité, une conférence organisée par KPMG. Toujours dans ce sujet de la durabilité, nous vous recommandons aussi de consulter plusieurs publications. Tout d'abord, le rapport thématique publié par l'AMF en juin 2023, un rapport qui s'intitule « Se préparer aux nouvelles obligations ESG », un rapport accessible sur le site de l'AMF. Nous vous recommandons aussi une étude française et une étude européenne, toutes 2 produites par KPMG, des études qui portent sur la taxonomie et qui sont accessibles sur kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Je vous retrouverai avec grand plaisir le 5 décembre prochain pour une nouvelle matinale. À bientôt donc. Les matinales de KPMG.